Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la section 2, métamorphose de la souveraineté. Tout d'abord, c'est quoi la souveraineté? La souveraineté, c'est décider seul, avoir un pouvoir non soumis à quelque chose qui préexisterait. Cela trouve ses origines dans la religion avec le pape, avant de se traduire en politique. La question essentielle est, qui détient la souveraineté? Le peuple ou le roi? Alors, grand art Machiavel, la vérité en politique. L'ouvrage principal de Machiavel, Le Prince, édité de façon particulière, a été écrit en 1513, mais publié posthumément, de manière posthume en 1533. Ce livre n'a pas été écrit sous le titre Le Prince, ce nom lui a été attribué plus tard par un éditeur romain, 20 ans après sa mort. Machiavel, ce n'est pas un homme machiavélique, mais plutôt un homme pragmatique, un technicien de la politique. Dans Le Prince, il propose un mode d'emploi politique où il se distingue par la phrase célèbre « La fin justifie les moyens ». Une maxime qui a alarmé ses contemporains. Selon Machiavel, il n'existe pas de morale universelle dictant l'action, mais une morale dans l'action. Il faut réussir coûte que coûte, même si cela nécessite d'aller à l'encontre de la morale chrétienne. Grand A, Machiavel, homme d'action et observateur politique. Florence, au début du XVIe siècle, est une république autonome où les citoyens impliqués dans la politique jouissent d'une liberté républicaine. Le peuple florentin se distingue par son humanisme civique. Cependant, à l'intérieur, la ville est instable, marquée par des affrontements internes, notamment entre les familles riches comme les Médicis. Ces derniers prennent de plus en plus de contrôle sur la ville. Florence se trouve également dans l'orbite des guerres d'Italie. Le prêtre Jean Savanarole, un personnage influent, s'oppose à la domination des Médicis et propose une république théocratique. Toutefois, après des conflits internes, Savonarole est pendu en 1498. Machiavel, issu d'une formation classique, s'intéresse alors à l'histoire de Rome et à ses formes de gouvernement. Il commence à travailler dans l'administration de Florence en 1498 et devient secrétaire de la seconde chancellerie. Ce rôle l'amène à observer de près les affaires de l'État, notamment en matière diplomatique. Lors du retour des Médicis en 1512, Machiavel est emprisonné, torturé, avant de trouver une certaine rédemption sous un pape. Le pape lui accorde la rédemption. À ce moment-là, il rédige Le Prince, qu'il dédie à Laurent II de Médicis, espérant ainsi regagner sa place auprès du pouvoir. B. Le pacte de lecture du prince. Paul Veyne voit Machiavel comme un technicien politique, limité dont les idées viennent d'observations historiques plus de théories abstraites. Le Prince repose essentiellement sur des exemples récents, détaillant des événements des 20 dernières années, plutôt que des anecdotes anciennes. Cela fait de Machiavel un chroniqueur de son époque. Dans son ouvrage, Machiavel met en scène environ 1450 personnages pour explorer la dynamique entre les princes et les peuples, les gouvernants et les gouvernés. Il écrit en italien, une langue vulgaire, et non en latin, forgeant ainsi une langue politique nouvelle et accessible à tous. Le prince s'adresse-t-il à Laurent de Médicis ou bien au peuple pour l'avertir d'une tyrannie? Certains interprètes comme Serge Audier et Thierry Mesnier considèrent Machiavel comme un défenseur de la liberté républicaine opposé à une liberté individuelle. C'est circonstance et morale. Machiavel observe trois figures marquantes de son époque. César Borgia, un homme politique habile, Borgia que Machiavel suit pendant plusieurs mois, le pape Jules II, un chef de guerre audacieux, Maximilien Ier, empereur du Saint-Empire, un contre-modèle de faiblesse politique. Premier exemple, le duc de Borgia. Pour instaurer l'ordre excusez-moi. Maximilien Ier, oui, c'est ça qui est un contre-exemple, un contre-modèle de faiblesse politique, pardon. Premier épisode, le duc de Borgia. Pour instaurer l'ordre de la Romagne, choisit un gouverneur, Ramiro d'Orco, dont la brutalité ramène rapidement à la paix, mais pour ne pas associer sa figure à la violence, Borgia fait tuer son lieutenant, une manœuvre politique qui montre comme celui qui détient la souveraineté, le pouvoir de vie ou de mort. Qui montre comme celui qui détient la souveraineté, le pouvoir de vie ou de mort. Deuxième épisode, le pape Jules III, en effet, Jules II, pardon, dont on avait parlé précédemment, avec une petite escorte, pénètre audacieusement à Pérouse, tenu par un tyran, oui c'est ça, tenu par un tyran, comme je viens de le dire, Jean-Paul Baglioni. Sans attendre l'armée, l'histoire montre que la fortune sourit aux audacieux. Ce coup audacieux est un exemple politique qui s'affranchit des règles morales habituelles dans un contexte de guerre. En gros, avec une petite escorte, il va pénétrer audacieusement à Pérouse,
qui est tenu par un autre gars, c'est un tyran qui s'appelle Jean-Paul Baglioni, sans attendre l'armée. En gros, c'est un truc qui montre qu'il est assez audacieux. Bref, les deux épisodes mettent en lumière la philosophie de Machiavel. Pour bien gouverner, il faut savoir saisir le moment et s'affranchir parfois des règles morales. Ces manœuvres font partie des meilleurs coups politiques présentés dans Le Prince. Machiavel souligne aussi que ces princes idéaux qui réussiraient tous leurs coups politiques n'existent pas réellement. Enfin, Patrick Boucheron remarque que Machiavel a cherché à admirer des princes, mais n'en a trouvé aucun à la hauteur de ses attentes, ce qui l'a poussé à imaginer un prince idéal sur le papier. D. La virtu. Deux paramètres essentiels pour Machiavel. Un, la fortune est la chance, la providence, un facteur imprévisible dans des événements comme des batailles. Elle perturbe la situation et peut influencer les résultats. L'enjeu pour Machiavel est comment avoir la fortune de son côté. La fortune peut être provoquée par la virtu, un terme qui désigne un ensemble de qualités d'habileté. Machiavel compare la fortune à une femme qu'il faut maîtriser avec virilité et audace. Le prince doit être audacieux pour que la fortune lui sourie. La fortune sourit aux audacieux. Il s'agit d'une forme de liberté dans l'action politique. Cela réintroduit une autonomie dans un monde où tout ne semble pas déterminé par la fortune ou le destin. La virtu, encore une fois, est l'énergie des acteurs politiques. C'est comme les princes, c'est un ensemble de valeurs et de qualités qu'on attend d'eux, telles que la justice, la sagesse, la modération et la capacité à trancher de manière arbitraire avec une marginalité. Il s'agit aussi d'une forme d'excellence intellectuelle. Le prince doit être formé, éduqué, savoir gouverner et comprendre son peuple. Il doit éduquer les langues, les territoires, la politique, étudier les langues, les territoires, la politique. Machiavel s'éloigne de la tradition chrétienne et humaniste. La mission du prince est d'assurer la sécurité et la puissance de sa principauté, pas la liberté ou la participation des citoyens. Il peut utiliser la violence et compromettre les cruautés, mais celles-ci doivent être limitées et commises dès la prise de pouvoir. Une fois que le pouvoir est acquis, un gouvernement civil doit suivre. La violence est donc un outil pragmatique, utilisé selon les circonstances. Réalisme et pragmatisme. Machiavel insiste sur le fait qu'il faut partir de la réalité et non d'une théorie abstraite. Il ne propose pas une théorie idéale du pouvoir, mais une description réaliste de la politique. Il considère que gouverner, c'est un métier, pas une question de naissance. Il faut des connaissances pratiques, un art de gouverner basé sur des observations des cas concrets. Les connaissances doivent être adaptées à la situation évolutive et mesurée. Machiavel est un philosophe réaliste. Il veut donner au prince des outils pour comprendre la situation actuelle, pas pour rêver d'un système politique utopique. Ce qu'il propose ressemble à ce qui deviendra plus tard les sciences sociales, une réflexion sur le gouvernement, mais sans idéalisme, uniquement basée sur le pragmatisme. Républicanisme et morale. Machiavel observe des cités-États de son époque et il voit une instabilité politique généralisée. Aucun régime ne semble durable, et cette observation inspire des philosophes comme Hobbes ou Locke, et Machiavel propose un régime qui intègre des conflictualités et des passions humaines. Il est naturaliste et considère que les hommes sont fondamentalement passionnels, avec des émotions à la fois positives et négatives. Il ne cherche pas l'harmonie mais l'équilibre des forces. Dans la société, il y a deux groupes principaux. Les grands, qui cherchent à dominer le peuple, qui veulent éviter la domination. La tension entre ces groupes est nécessaire à la liberté. Si les grands dominent, le peuple est asservi, mais si le peuple domine, il crée une tyrannie. La place du peuple dans le gouvernement est essentielle. Il n'est pas dangereux en soi et peut résister à la domination, surtout s'il est impliqué dans les affaires politiques. Cette vision de Machiavel est républicaine et s'inscrit dans une tradition de partage de pouvoir. Réflexion sur la morale et le prince. Machiavel est perçu comme amoral par ses contemporains. Il ne demande pas au prince de se conformer aux valeurs chrétiennes, ce qui est subversif pour son époque. Il critique l'Église qui devrait se concentrer sur la religion et non sur la politique. Selon lui, le pouvoir politique doit se suffire à lui-même, sans l'influence de la religion. Il est également perçu comme blasphématoire en enrôlant Dieu dans des mauvaises actions humaines, comme des cruautés nécessaires aux bons gouverneurs. Mais pour Machiavel, gouverner, c'est avant tout une compétence technique. Il ne faut pas voir la politique comme une question de bien ou de mal, mais comme une pratique nécessaire au un savoir-faire précis. La nécessité guide l'action politique. Si la situation l'exige, la violence est justifiée. Le prince doit être capable de faire le bien ou le mal selon ce qu'il doit faire pour maintenir le pouvoir et assurer la stabilité. Il doit être hybride, à la fois homme et animal, capable de faire preuve de férocité quand cela est nécessaire. La violence dans la politique. Machiavel propose que la violence ne doit pas être utilisée ne doit être utilisée que dans des situations spécifiques, en temps de guerre où elle est légitime, mais dans la politique civile, elle doit être contrôlée et employée avec prudence.
Machiavel est perçu comme quelqu'un qui fait le sale boulot, ou c'est ça, qui fait le sale boulot, un gouvernant pragmatique, mais cette violence est parfois justifiée par ses besoins politiques. Des décisions utilitaristes sont prises pour l'intérêt commun, pardon, mais même si elles sont immorales, le principe est d'atteindre un objectif, même au prix de l'éthique. La réception de Machiavel. Le prince a été très mal reçu à son époque, comme vu comme un manuel de cruauté et d'immoralité. Il a inspiré toute littérature anti-machiavélienne, mais au fond, Machiavel nous force à regarder la politique sous un autre angle, une activité violente et pragmatique, qui nécessite de faire face à des réalités dures, mais qui est aussi une technique, comme celle de la série House of Cards. La politique est une série, est une activité de lutte de pouvoir, où l'on peut parfois se salir les mains pour arriver à ses fins. C'était tout pour tout ce qui était lié à Machiavel. Maintenant, des corps du roi au corps de la nation. Dans cette section, on va explorer l'évolution de la figure royale et de son pouvoir en passant par l'incarnation physique du roi à une dimension collective liée à l'état de la nation. A. Le corps royal, dualité et sacralité. On commence par interroger la figure du roi. À l'époque de Machiavel, la société est sous le règne d'un seul souverain, le roi. Les discussions doctrinales et philosophiques portent sur la meilleure façon de légitimer ce pouvoir royal, qui se présente comme une synthèse complexe entre contact divin, pouvoir de guérison et incarnation terrestre. Le roi réunit à la fois une dimension divine et une dimension politique, ce qui engendre une part de conjecture. L'idée que le roi a besoin de deux corps pour assumer toutes ses fonctions est mise en avant par Ernest Kantorowicz dans Les deux corps du roi. Il s'intéresse à la façon dont l'idée d'un double roi est construite. Jean Salisbury, 1915-1980, décrit le roi comme une personne publique, mais ayant une volonté privée. En tant que personne publique, le roi agit pour l'utilité publique et n'est donc pas soumis aux lois communes. Par exemple, il peut donner des exécutions ou des meurtres sans être poursuivi. Ordonner des exécutions ou des meurtres sans être poursuivi. En tant que personne privée, il a une volonté propre, et c'est dans ce cas-là qu'il est soumis à la loi. Par exemple, si le roi tue sa femme, il est jugé comme un criminel. Le rapport entre le roi et la justice est fondamental. Initialement, le roi incarne la justice, il est au-dessus de la loi et la rend au nom de Dieu. Cependant, cette vision évolue avec le temps. Il devient un médiateur, un intermédiaire entre la justice et le peuple. Henri de Bracton, 1912-1968, élargit ce concept en affirmant que le roi est à la fois source de la loi et soumis à la loi. On sort de l'arbitraire royal, comme le Christ, roi céleste, est soumis à la loi des hommes. Le roi terrestre, lui aussi, doit respecter la loi. Le roi devient ainsi père de la loi, mais aussi fils de la loi, incarnant une dualité de nature, semblable au dédoublement du corps du Christ. Oui, c'est ça. Qui est à la fois divin et humain. Les juristes s'inspireront de cette image du double corps du Christ pour l'appliquer au roi. Le roi possède donc deux corps, un corps physique soumis à la temporalité, il vieillit, il meurt, et un corps politique, immortel et indestructible. Ce dernier représente l'institution, ce qui survit à la mort du roi, incarnant le domaine public, l'intérêt général, la res publica. Cette dimension politique du roi se perpétue même après sa mort. B. Le corps collectif vers une nation. Le corps politique du roi, le corps collectif vers une nation. Le corps politique du roi est une entité qui ne dépend pas du temps. Le roi peut mourir, mais son rôle et la continuité de la couronne doivent être assurés. Par exemple, le roi Louis VII a été couronné pendant la vie de son père, dans l'idée de garantir la continuité de la couronne sans vacances. Kantorowicz souligne que cette continuité est essentielle pour éviter une période de vacances du pouvoir ou interrègne, oui, c'est ça, ou interrègne, qui serait propice aux guerres de succession ou à la délégitimation du souverain. Et donc pour lui, cette continuité est nécessaire. L'idée d'une continuité du pouvoir royal devient pratique et coutume. À la mort du roi, le fils devient immédiatement roi, même avant le gouvernement officiel, comme Philippe III après la mort de Saint-Louis en 1912, en 1277. En 1277. Cette continuité politique devient de plus en plus importante et le couronnement perd en valeur, car la légitimité royale est d'abord perçue comme venant directement de Dieu, et la dynastie de la dynastie, ce qui permet au roi de se relier directement à Dieu. La monarchie est pensée comme une institution qui transcende la personne du roi. Le roi est le locataire du pouvoir. Il ne possède pas en propre, mais il représente pour un temps. C'est une représentation symbolique.
le peuple se projette et projette sa volonté collective dans dans cette fonction vide. Ainsi, Pierre Gaëtan Gaucher analyse l'idée selon laquelle le pouvoir ne peut être incarné véritablement. La place du roi est d'autant plus limitée qu'elle se rapproche de celle du Christ. Plus le roi se réclame du divin, plus il devient limité par la figure du Christ, qui a déjà occupé la position de médiateur ultime entre le divin et le terrestre. Jean-Marie Apostolide, dans Le Roi Machine, 1981, décrit l'évolution de Louis XIV au fur et à mesure de son vieillissement. Il se retire des grandes fêtes et devient plus un simple spectateur. Le roi cesse d'être un personnage incarné et la monarchie devient une machine d'État qui fonctionne indépendamment du corps physique du roi. Ce phénomène de retrait du roi se fait ressentir dans la représentation fiscale et dans les événements comme la révocation de l'édit de Nantes. Une fois retiré, le trône redevient vide et peut être occupé par une autre classe, la bourgeoisie industrielle, qui prend en charge la gestion de l'État, se débarrassant des apparences royales pour les remplacer par de nouvelles valeurs, liberté, égalité, fraternité. Avec cette transition, l'État-nation émerge et le pouvoir royal s'efface au profit du pouvoir collectif. La souveraineté jusqu'alors incarnée par le roi devient un pouvoir collectif, celui de la nation. Les juristes anglais ont réussi à limiter l'absolutisme royal tout en maintenant la monarchie. Ils posent que le roi ne peut mal faire, créant ainsi une perception mystique de la royauté. Mais c'est le Parlement qui prend en charge les affaires politiques et neutralise les tentations absolutistes du roi. Ainsi, l'évolution du corps royal, de son pouvoir incarné dans la personne du roi, à un pouvoir collectif et national, marque un tournant décisif dans l'histoire politique de l'État. Marque ainsi un tournant décisif. Grand 3, le contractualisme. Le contractualisme repose sur l'idée que la société est fondée sur un contrat entre les individus, mais cette idée de contrat est-elle vraiment nouvelle ? Au Moyen-Âge, on parle déjà de pacte social, mais celui-ci concerne un pacte entre le peuple et une dynastie régnante. En revanche, un peuple qui se donne un roi implique qu'un corps politique existe déjà, et que ce peuple a délibéré pour choisir son roi. Rousseau, dans son ouvrage du contrat social, écrit « Avant donc d'examiner l'acte par lequel un peuple élit son roi, il faudrait examiner l'acte par lequel le peuple est un peuple. » En effet, il souligne que le fondement de la société précède l'élection du roi. Grand A, les variations sur l'état de nature. Plusieurs philosophes ont recours à une idée de clé, l'état de nature. Il s'agit de l'état hypothétique des hommes avant la formation d'une société civile ou d'un État, une sorte de condition originelle idéale avant l'organisation sociale. Cet état de nature, bien que fictif, idéalisé sert plusieurs objectifs. Il ancre une réflexion philosophique et doctrinale. Il permet de penser l'homme avant sa socialisation, à travers une nature originelle, sans les contraintes de la société. Il critique le présent à la lumière du passé idéalisé, qu'il soit perçu comme un modèle ou comme un repoussoir. Thomas Hobbes, 1588-1679, dans le Léviathan, sorti en 1651, imagine qu'à l'état de nature, les hommes sont égaux, ce qui pousse à un conflit, car tous veulent la même chose, ce qui génère des rivalités. Hobbes conçoit l'homme comme une machine naturelle, esclave de ses instincts. Selon lui, cet état de nature est marqué par des désirs illimités et une violence extrême. L'homme, pour survivre, tue ou est tué. Il déclare « La vie de l'homme est brève, solitaire, pauvre et désagréable et bestiale ». Soulignons que cet état de guerre constant empêche la formation d'une société. Pour Hobbes, l'homme en état de nature ne possède pas de droit réel, la propriété est éphémère et violente. Il ne peut pas vivre en société sans institutions pour réguler les relations. L'homme est un loup pour l'homme, comme disait Hobbes. John Locke, quant à lui, philosophe anglais, dans le traité du gouvernement civil en 1690, va lui décrire une vision différente. Selon lui, dans l'état de nature, les hommes sont libres et égaux, libres de disposer de leur personne. L'homme, pour Locke, aspire au bonheur et au bien-être. Ce qui distingue Locke de Hobbes, c'est que l'état de nature, pour lui, n'est pas un état de violence, mais un état relativement pacifique, où la liberté et l'égalité prévalent. La violence n'est justifiée que pour punir un dommage. La propriété est centrale chez Locke. Les hommes ont droit à la propriété, mais cette propriété doit être partagée équitablement. Cependant, la rareté des ressources et l'apparition de la monnaie entraînent des conflits. Ce qui est initialement un état pacifique se transforme en un état de guerre, car les hommes cherchent à accumuler des biens au-delà de leurs besoins. Locke parle également de deux types d'institutions présentes dans cet état de nature.
des institutions naturelles comme la propriété et la famille, ainsi que des institutions conventionnelles comme le langage ou la monnaie qui existent avant l'apparition de la société politique. L'état de nature de Locke est plus pacifique que celui de Hobbes. Il s'effondre à cause de l'inégalité que crée la monnaie, rendant nécessaire une société civile. Pour Locke, l'État doit garantir l'ordre, l'équité et protéger les droits individuels par une loi codifiée. Les individus doivent obéir à une autorité suprême qui tranche les différends, garantissant ainsi la propriété et l'équilibre social. En conclusion, le contractualisme de Hobbes et Locke repose sur l'idée qu'un contrat social est en quelque sorte nécessaire pour sortir de l'état de nature et fonder un véritable corps politique. Mais si pour Hobbes la seule solution est un pouvoir absolu pour sortir du chaos, Locke propose une société civile régulée par des lois et un pouvoir limité garantissant des droits naturels des individus. Il en dit quoi, Rousseau? Alors Jean-Jacques Rousseau va venir avec l'idée de contrat social. Rousseau voit un enfermement dans les fers de la société. Il va également défendre cette idée de contrat social. Il voit un enfermement dans les fers de la société. Il oppose l'état naturel où l'homme est libre à l'état d'oppression ou de malheur créé par la société et la figure du roi. Cet état d'oppression est celui de la société malfonnée qui désespère Rousseau. Dans le discours... il a un discours sur le régime et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Et ce discours-là, c'est qu'il adopte une position naturaliste. Il part de la nature de l'homme pour fonder son argumentation. Il estime qu'il faut retrouver l'état originel de l'homme, car le temps et les heures des hommes ont fait perdre cette nature originelle. On a l'impression que cet état naturel est similaire à l'état social pour Rousseau, mais c'est une erreur. Il critique ceux qui parlent de l'homme sauvage, en référence à Hobbes et Locke, tout en représentant l'homme civil. En fait, pour Rousseau, c'est simple, l'homme naturel est fort et robuste. L'état de nature, selon lui, est plutôt positif, car les individus sont libres et égaux, mis à part les inégalités naturelles. Dans cet état, nul besoin de coopération pour survivre puisque l'homme n'a aucune raison de sortir de cet état naturel. Rousseau prévient qu'insister trop sur cet état de nature reviendrait à faire un procès de la nature elle-même. En fait, il est un peu plus radical que Locke, en fait. Rousseau dit, il parle de... C'est ça, c'est bien ça, effectivement. Rousseau dit, il parle de l'homme sauvage en référence à Hobbes et Locke, et il peignait l'homme civil. Dans l'état de nature, les hommes sont isolés, sans famille, ni interdits, ils n'ont ni passion, ni raison, et prémoraux. Selon Rousseau, l'homme naturel ne peut être méchant, car il ne sait pas ce que cela signifie, il ne connaît ni vice ni vertu. Ainsi, les interactions entre les hommes sont pacifiques, personne n'abuse de ses facultés, et les individus ont peu de relations, mais on sent de la pitié les uns pour les autres. L'homme à l'état de nature est donc heureux. Les hommes sont donc des êtres neutres, sans passion ou conflit majeur. Cependant, dans cet état de nature, la force peut régner, mais elle est utilisée par prudence ou par nécessité. La force pourrait se structurer par le droit, qui continuerait de perpétuer la force initiale, mais selon Rousseau, les rapports de force ne peuvent pas durer car les relations entre les individus sont peu durables et les conflits sont rares et passagers. Comment passons-nous de l'état de nature à l'état social? Rousseau cherche à comprendre pourquoi l'homme né libre se retrouve dans un état d'oppression. Pourquoi il est né libre et partout il est dans les fers. Cela se produit lorsque les interactions entre les hommes changent et que les besoins évoluent. En cherchant à satisfaire ces nouveaux besoins, les hommes deviennent de plus en plus dépendants les uns des autres. C'est alors qu'émerge le besoin de vivre ensemble. Pour Rousseau, c'est la société qui est mauvaise et qui empêche l'homme de vivre dans l'état de nature où il est heureux. Rousseau dénonce la société civile inégalitaire et liberticide, dominée par un chef. Dans cette société, les besoins artificiels remplacent les besoins naturels. La socialisation inflige à chaque individu de porter un masque, et Rousseau décrit une société opaque, déchirée par des inégalités de propriété. Les inégalités et la propriété. La doctrine moderne du contrat social. B. Les théories modernes du contrat social naissent de la rencontre de trois traditions distinctes. L'idée de soumission, grand 1, inspirée par ce lien entre Dieu et les hommes au Moyen-Âge, tant la sphère civile que religieuse, tant dans la sphère civile que religieuse, pardon. Cela s'est traduit par l'idée de devenir sujet d'un roi, qu'il soit élu ou désigné, garant de la justice et de la répression. Ce roi doit respecter le droit coutumier et un ensemble de lois fondamentales en retour. Ces sujets lui promettent obéissance.
L'idée d'une association librement créée, née au XIIe siècle parmi les marchands, qui renvoie à une association spontanée, non imposée de l'extérieur. Il s'agit ici d'une association volontaire où les décisions proviennent de choix individuels. Et enfin, l'idée d'une communauté politique que des membres forment, qui se dotent volontairement d'un gouvernement. Cette forme de société suppose que personne n'est sujet et que l'adhésion des membres est fondée sur le principe de ce qui est bon pour eux. La nouveauté des théories modernes est l'effritement de la première tradition, celle de la soumission au roi. En effet, un problème central se pose. Que faire lorsque le roi viole la loi? Cette question met en lumière un déséquilibre du contrat de soumission, car il n'existe aucune instance pour arrêter le roi. Face à ce problème, la pensée de la réforme propose de refuser l'obéissance active, mais cette proposition devient intenable après le massacre de Saint-Barthélemy en 1572. L'idée d'une résistance au roi pour les armes commence alors à traverser la pensée protestante. L'idée est ici que le prince viole ainsi l'alliance initiale. Le peuple, qui reste passif, devient coupable. Il a non seulement le droit, mais aussi le devoir de résistance. Cela amène à remettre en question la soumission au au roi et de poser les bases d'un contrat horizontal qui relie tous les individus. Les théories modernes du contrat social inventent un contrat où il ne s'agit pas de donner quelque chose de matériel, mais limiter les tendances naturelles ou violentes de l'individu. Thomas Hobbes, quant à lui, est un théoricien clé dans la pensée du contrat social. À son époque, l'État monarchique commence à se renforcer avec la concentration des pouvoirs et la marginalisation des contre-pouvoirs. La période est marquée par des tensions politiques en Angleterre sous le règne de Charles Ier et par une guerre civile anglaise qui culmine avec l'exécution du roi en 1649. Hobbes vit dans un contexte de désordre politique et social. L'une de ses préoccupations majeures est la manière de garantir la stabilité. Dans cette optique, il propose que les individus se dessaisissent de leur pouvoir pour le confier à une structure artificielle, un léviathan, un être moral qui agit au nom du groupe. Selon Hobbes, ce souverain doit être indivisible et incontestable car il est porteur de l'autorité absolue. Le contrat chez Hobbes repose sur l'idée que les individus renoncent à certains droits naturels, comme le droit de tuer l'autre ou se gouverner soi-même. Par ce renoncement réciproque, ils garantissent la sécurité et l'ordre. Le souverain, qu'il soit un roi ou une autre forme de pouvoir, détient une force illimitée pour assurer la paix et la tranquillité publique. La doctrine du contrat chez John Locke. John Locke propose une approche différente. Son approche est marquée par une réflexion sur les formes de contrat. Il distingue plusieurs types de contrats. Le contrat de vassalité, relation de domination et non réciproque. Le contrat, qui désigne un engagement entre deux personnes, souvent dans un cadre commercial ou matrimonial. Le pactum, accord tacite sur des principes comme la propriété privée. Le compact, le fondement de la société politique. Locke se trouve dans un contexte marqué par la Révolution glorieuse de 1688 en Angleterre, où la monarchie absolue est renversée au profit d'une monarchie constitutionnelle. Dans ce contexte, Locke développe l'idée que le pouvoir politique doit reposer sur le consentement des gouvernés. Selon lui, un pouvoir sans consentement est illégitime. Ainsi, chaque individu, en contractant, renonce à certains droits, mais conserve ce qui concerne la protection de ses propriétés. Locke s'oppose à l'idée d'une monarchie absolue qu'il considère comme dangereuse. Pour lui, la souveraineté appartient au peuple et le pouvoir des magistrats, bien qu'absolu dans son exercice, reste contestable. Il introduit la notion d'idée de droit de résistance. Si un pouvoir devient tyrannique, le peuple a le droit de se révolter. John Locke défend l'idée d'un contrat social qui garantit les libertés et les droits naturels des individus, tout en établissant un pouvoir limité et contrôlé. Jean-Jacques Rousseau, dans son œuvre Le contrat social, propose une vision radicale du contrat social. Rousseau se démarque de Hobbes et Locke en défendant l'idée que l'homme reste fondamentalement bon dans son état naturel, mais que la société l'a corrompu, blablabla. La société moderne est illégitime car elle ne repose pas sur une véritable volonté collective. Rousseau propose un nouveau contrat social fondé sur l'égalité et la liberté. L'égalité et la liberté des citoyens. Il prône la création d'une volonté générale par laquelle les individus, en se donnant tout entier les uns et les autres, créent une société politique où chaque membre est à la fois gouverné et gouvernant. Dans ce modèle, il n'y a plus de place pour le pouvoir absolu, car le souverain est l'ensemble du peuple qui se réunit pour agir dans l'intérêt commun. Le contrat social chez Rousseau permet de créer une société véritablement démocratique, où la liberté n'est plus une absence de contrainte, mais la possibilité de suivre une loi qui s'est donnée collectivement cette liberté collective, par le biais de la volonté générale, fait de la communauté politique une république fondée sur le bien commun.
C'est contrat et souveraineté, Hobbes. Hobbes, dans le domaine, comme beaucoup d'autres penseurs, se positionne comme un anthropologue et naturaliste. Il cherche à comprendre le fonctionnement de l'homme et des sociétés qu'il organise. Sa théorie repose sur l'idée que ce n'est pas Dieu qui organise la société, mais les principes rationnels créés par les hommes eux-mêmes. La raison, selon Hobbes, est une construction humaine et non une essence divine. Donc la raison, c'est humain. Le contrat social chez Hobbes établit un nouveau souverain, une nouvelle souveraineté. Ce souverain est assez fort pour garantir les conventions qu'il instaure, mais les individus ne sont pas totalement dépossédés de leurs droits. Le contrat ne fait pas disparaître la liberté, mais cherche à unir les hommes en une seule personne collective. Ainsi, la multitude devient une seule et même personne, et les actions qui en découlent sont aperçues comme l'expression de cette unité. L'idée d'un contrat passé entre individus est audacieuse pour leur époque, car avant Hobbes, on pensait que l'organisation sociale venait de Dieu, alors que lui, il propose un contrat passé entre les individus, et non des individus. On pensait que l'organisation sociale venait de Dieu et non des individus. Les opposants à la monarchie, comme les protestants, soutenaient l'idée d'un contrat entre le roi et le peuple, mais Hobbes va plus loin en faisant du contrat la source même du pouvoir politique et de la communauté. Ce contrat est un échange. Les individus renoncent à une part de leur liberté naturelle en échange de la paix et de la sécurité. Pour Léo-Strauss, le pouvoir découle de la nécessité objective de l'idée de survie. L'état de cette perspective est moralement neutre et ne représente pas un appareil de domination, mais un moyen d'assurer la survie individuelle et collective. Ce dessaisissement de la liberté est définitif, il n'y a pas de retour en arrière et aucune contestation possible du souverain. Car ce dernier n'est pas en dehors du groupe, le souverain même s'il est institué par le pacte est au-dessus de celui-ci, ceux qui lui permet de dominer non seulement la société, mais aussi l'Église. Hobbes en effet pense que le souverain doit être chef de l'Église et que les activités spirituelles doivent être subordonnées à la politique. Cette séparation entre l'Église et l'État est révolutionnaire à son époque et souvent utilisée pour l'accuser d'athéisme. Hobbes fait de la monarchie une forme légitime, une forme de régime, pas légitime, hein, une forme de régime qui lui semble pratique car le roi peut assurer la souveraineté et l'unité de l'État, donc un peu légitime quand même. Hobbes est parfois perçu comme un précurseur du totalitarisme, ah oui, un théoricien du pouvoir central qui restreint les droits individuels, ok. L'individu, selon Hobbes, perd sa liberté naturelle au profit de la sécurité collective et devient moins autonome. D'un autre côté, Pierre Manant considère Hobbes comme un précurseur du libéralisme politique. Selon lui, le souverain doit garantir la sécurité pour que les individus puissent s'épanouir et mener une vie privée hors de l'atteinte du pouvoir. Hobbes lui-même met l'accent sur la délégation du pouvoir et considère le souverain comme le représentant de la communauté politique. Hobbes imagine l'homme comme étant triple, il est à la fois homme naturel, un citoyen et un chrétien. Cette triple dimension des conflits internes, c'est pourquoi le souverain doit être légitime et ne pas être contesté. L'obéissance au souverain est primordiale pour garantir l'unité et mettre fin à ces divisions internes. Michel Foucault souligne la nouveauté chez Hobbes qui, en partant de l'idée de la guerre, pense à une guerre entre égaux, une sorte de guerre permanente, mais non nécessairement armée. C'est cette guerre qui est d'abord psychologique, une menace constante des conflits, qu'Hobbes cherche à éliminer grâce au Léviathan, un État qui prévient la guerre civile. Pour Pierre Manant, Hobbes envisage un souverain absolu, mais cet absolutisme, paradoxalement, permet plus de liberté pour les individus en dehors du groupe. Le pouvoir politique doit donc rester un élément extérieur et artificiel permis par le contrat social. John Locke, contrairement à Hobbes, est plus prudent et ne parle pas directement de souveraineté. Pour Locke, le souverain reste Dieu, et cependant il évoque la suprématie du magistrat, en représentant sans volonté propre, soumis à la loi, sauf en matière de politique étrangère où il prend des décisions discrétionnaires. Locke est souvent considéré comme un théoricien du libéralisme politique. Il met en avant les capacités des individus à contracter librement et raisonnablement, avec un objectif de garantie de la propriété privée et une société pacifique. Selon Léo-Strauss, l'économisme et le machiavélisme, parvenus à maturité, Locke défend une gestion raisonnée des passions humaines, en particulier celles liées à la possession. Locke est également précurseur du libéralisme économique, défendant le libre marché et la propriété privée avec un état minimal. Le contrat social, selon Locke, transforme l'homme naturel en citoyen. C'est ça, en citoyen, lui permettant donc d'obéir aux lois tout en bénéficiant de la protection des droits individuels.
Pour Locke, le souverain n'est pas un tiers extérieur, mais un instrument au sein de la communauté. Il doit s'assurer du bon fonctionnement de la société sans écraser les individus, un concept qui s'oppose à toute forme de pouvoir arbitraire. Locke est un théoricien de l'autonomie du sujet, qui voit la légitimité comme étant le produit des individus eux-mêmes. Jean-Jacques Rousseau, dans sa pensée conçoit la souveraineté comme collective indivisible. Le peuple souverain exerce sa souveraineté uniquement par la loi, et aucun autre pouvoir extérieur ne peut lui voler sa souveraineté. Rousseau a introduit l'idée d'une volonté générale, la volonté du peuple, qui doit s'exprimer de manière incontestable. Il critique le gouvernement représentatif et prône une démocratie directe où chaque citoyen participe à l'élaboration des lois. La loi est l'expression de la volonté générale, elle est infaillible, juste et appliquée à tous. Dans ce cadre, la loi ne peut être oppressante car elle est collective. Rousseau et sa conception est un théoricien d'une société holiste où l'individualité est secondaire et où l'éducation et la vertu citoyenne sont cruciales. La société doit être juste et l'individu doit renoncer à ses intérêts particuliers pour penser au bien commun. Il ne défend pas le pluralisme social, mais une communauté unifiée sur la volonté générale. En ce sens, Rousseau rejette toute opposition entre les intérêts privés et le bien collectif, affirmant qu'une société véritablement juste ne permettrait aucune oppression. Influence sur la Révolution française, l'impact du contrat social et des idées des Lumières sur la Révolution française n'est pas immédiat. Bien que le livre de Rousseau ait été réédité après la Révolution, il n'a pas été largement diffusé avant, selon Taquet, les députés dès 1789 n'avaient pas forcément les philosophes des Lumières en tête, mais étaient plus préoccupés par les oppositions à la noblesse et la quête d'ascension sociale. Le lien entre les théories des Lumières et la Révolution reste assez complexe. Merci à tous.